Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les Comores mobilisent plus de 4,3 milliards de dollars pour financer leur développement. Des fonds mobilisés auprès des partenaires institutionnels, mais aussi du secteur privé, destinés à soutenir le plan Comores émergent. La zone de libre-échange continentale, toujours au cœur de la conférence pour une Afrique prospère à Djibouti. La ZLECAf, où l'enjeu du développement des nouvelles technologies aura toute son importance, et les TIC qui devraient permettre de favoriser les échanges entre États. Et la déception au Sénégal, le footballeur Sadio Mané n'a pas obtenu le ballon d'or. Les pronostics le donnaient pourtant favori après une année exceptionnelle. Mais tout d'abord, en Algérie, le procès dit de l'argent sale a débuté ce 4 décembre en l'absence des avocats qui ont décidé de le boycotter. Deux anciens premiers ministres ainsi que d'autres anciens hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile défileront à la barre. La défense dénonce une justice politisée et un climat de règlement de compte. Ce procès est le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption déclenchés après la démission en avril dernier de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, poussé au départ par un mouvement populaire de contestation du régime. Les grands bailleurs internationaux et les acteurs privés réunis à Paris, en France, sont engagés à investir quelques 3,9 milliards d'euros, soit 4,3 milliards de dollars dans le plan Comores émergent. L'archipel vise l'émergence à l'horizon 2030, avec un plan qui s'appuie notamment sur le développement du tourisme et des infrastructures. Zahra Mohamed Mouchou et Corinne Kandem. Objectif, lever 4,2 milliards d'euros d'investissement dans le cadre de la conférence des partenaires au développement des Comores. Le pouvoir comorien à Paris, avec un programme de développement présenté aux bailleurs institutionnels et privés, un plan qui s'articule autour de 3 secteurs économiques, l'énergie, les transports ou encore le domaine du tourisme. Nous avons élaboré une vision d'un Comores émergent à l'horizon 2030 avec un plan de développement à long terme sur les 10 ans et des projets qui ont été élaborés soigneusement par des équipes techniques avec la collaboration des partenariats, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement qui nous ont soutenus durant 3 mois durant pour préparer cela. Une conférence vraiment attendue par la population comorienne parce que ça porte l'espoir d'un renouveau aux Comores. Les Comores, pays en quête de développement, les 800 000 habitants vivent principalement grâce à l'exportation de la vanille. Le reste des secteurs économiques demeure peu développé. Cette conférence des donateurs qui s'est tenue sous l'égide de la Banque mondiale, une rencontre cruciale pour de nombreux entrepreneurs comoriens à la recherche d'investisseurs pour différents projets structurants. Cette occasion de bailleurs de fonds à Paris nous permettra effectivement de créer des relations plus fortes avec les institutions financières, toutes instances confondues, pour effectivement ramener un peu les Comores vers le haut, parce qu'on sait bien qu'effectivement dans les difficultés du pays, du Comores, c'est aussi généralisé, développement diminuera effectivement à la fin des gens et les difficultés. C'est un pays qui est en pleine construction, les Comores, donc les choses évoluent. Et au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau de créer une société et tout cela, tout ce qui amène à l'entrepreneuriat, c'est en construction, ça se fait petit à petit. Au terme de la conférence, les promesses de financement s'élèvent à près de 4 milliards d'euros à destination des Comores, archipel que l'actuel pouvoir souhaite faire passer au statut de pays émergent à l'horizon 2030, avec une croissance de 8% contre moins de 3% actuellement. Ce 2 décembre avait lieu à Dakar un colloque sur le développement durable et l'endettement soutenable. À cette occasion, le président sénégalais Macky Sall a dénoncé la perception exagérée de l'endettement en Afrique. Une dette qui s'est atteint 55% du PIB alors que la dette à l'échelle mondiale atteint 225% du PIB. Aïssa Toubari. L'endettement des pays africains n'est pas une fatalité, mais plutôt des opportunités.
Il faut arrêter de diaboliser la dette des pays africains qui, selon le président sénégalais Macky Sall, contribuent à réduire les chances du continent à enclencher des projets novateurs. Il s'exprimait à l'occasion de la conférence internationale sur le développement durable et dette soutenable avec pour thème « Trouver le juste équilibre ». L'Afrique n'est pas une exception. En réalité, ce qui handicape le continent, ce sont surtout les préjugés, le regard stigmatisant posé sur lui lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique. La perception de risque est toujours exagérée, ce qui a pour conséquence immédiate le renchérissement de l'investissement. Le ratio dette par rapport au produit intérieur brut était à environ 22% en 2017. Le continent se trouve à 37% alors que la limite est fixée à 40%. Dans ce cas, selon la Banque africaine de développement, l'Afrique n'est pas dans une situation de crise de dette. Le pays le plus endetté du monde s'appelle le Japon. Il a 215% du PIB d'endettement. Mais en fait, cet endettement n'a jamais posé de problème et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. En volume, les États-Unis sont plus endettés par citoyen plus que quiconque. Et la grande crainte de l'Afrique aujourd'hui, c'est que les Africains impliquent leurs citoyens pour qu'une certaine surveillance interne intervienne et permette que l'argent qui est emprunté au nom des populations et des générations à venir soit utilisé à bon escient et à même d'être remboursé. L'endettement public et privé a atteint au niveau global en 2018 un record de 184 000 milliards de dollars, soit environ 225% du produit intérieur brut mondial, là où l'Afrique en a 55% de ce PIB. Dans l'actualité également, le gouvernement camerounais refuse de céder malgré les appels au boycott des élections législatives et municipales dans les rangs de l'opposition. Le gouvernement assure que les scrutins se tiendront bien le 9 février prochain et que toutes les conditions sont réunies pour leur organisation. Le gouvernement qui estime également que l'argument des tensions dans les régions anglophones est infondé. Pour rappel, certains partis, à l'instar du MRC, ont appelé au boycott de ces élections. La conférence pour qu'une Afrique prospère se poursuit à Djibouti à l'heure de la zone de libre-échange continentale. Experts, hommes d'affaires et universitaires planchent sur les moyens de stimuler les échanges intra-africains. Des solutions qui passent notamment par les nouvelles technologies de l'information. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Diakotin. Kwaku Nsia Menso est un jeune Ghanéen. Sa contribution pour une Afrique prospère à travers la zone de libre-échange continentale est la création d'une plateforme africaine de e-commerce. Dénommée Trade Africa Online, elle est opérationnelle dans 5 pays du continent et promet que des produits made in Africa. Nous avons tous besoin d'utiliser en Afrique une seule plateforme pour le e-commerce, car si j'ai besoin d'un produit ivoirien, zambien, tanzanien et autres, je peux les avoir sur une même plateforme en payant avec la monnaie locale du dit pays, et c'est ça l'essence d'un marché continental. Autre thématique lors de cette conférence pour une Afrique prospère du 3 au 5 décembre 2019 à Djibouti, le financement du secteur privé africain, un secteur privé composé à ce jour, selon les experts, de 40 millions de PME, dont moins de 5% reçoivent des financements qui sont logiquement disponibles. La première raison, on sait qu'il y a l'environnement des affaires, mais il y a également le problème de bancabilité des projets qui sont à financer. Ceux qui veulent offrir ce financement doivent également faire un effort. Ceux qui veulent accéder également à ces financements doivent également trouver un peu la plateforme pour pouvoir régler les différents gaps qui sont aujourd'hui signalés. La baisse du coût de l'Internet et la disponibilité du haut débit, la mise en place de structures pour rendre bancables les projets des jeunes, la réduction des taux et le prolongement de la durée des prêts sont entre autres des solutions proposées surtout par le public sur les thématiques du financement et le commerce en ligne. Le Forum sur l'administration fiscale en Afrique a dévoilé son rapport sur les perspectives fiscales sur le continent. Ce qui en ressort, c'est que l'impôt sur les sociétés contribue encore faiblement aux recettes fiscales. Il ne représentait ainsi que 15% des recettes collectées en 2017. Nelika Debessa.
D'après l'étude menée sur 34 pays d'Afrique subsaharienne en matière de contribution aux recettes fiscales, l'impôt sur les sociétés oscille entre 26,9% et 33%. Le rapport Perspectives fiscales en Afrique indique également qu'entre 2016 et 2017, les économies comme le Bénin et l'Angola ont vu leurs recettes de l'impôt sur les sociétés chuter de 31% et 26,6%. Une faible contribution de cet impôt également observée à l'île Maurice, proposant un taux de l'impôt sur les sociétés de 15% et qui reste le même indépendamment du niveau des revenus des entreprises. Cette baisse de collecte d'impôts sur les sociétés est due à la non-créativité des entreprises, à la baisse de la production des entreprises, à la baisse de la compétitivité des entreprises. Toujours selon l'étude dévoilée par le Forum sur l'administration fiscale en Afrique, certains pays ont présenté un dynamisme dans la collecte de l'impôt sur les sociétés dont le taux a été estimé à 14,3%. Cette croissance des revenus de cet impôt s'est observée dans les pays qui gèrent séparément les taxes nationales, les autres taxes et les droits de douane par rapport aux pays dotés de systèmes de gestion intégrés dont le taux est porté à 8,3%. Pour remédier à cela, il faut nécessairement contribuer à relancer la création d'entreprises, la performance d'entreprises qui est déficitaire actuellement, mais aussi à relancer la compétitivité globale des économies. Pour l'heure, les fiscalistes réunis à la 4e édition de la conférence internationale organisée en novembre 2019 par le Forum sur l'administration fiscale en Afrique, ATAF, ont appelé à la révision des lois pour un meilleur allègement de la pression fiscale sur les entreprises au sein des économies africaines. Elles veulent nettoyer le pays des violences faites aux femmes. Des Tunisiennes ont manifesté, balai à la main, pour réclamer au gouvernement des mesures urgentes, notamment pour assurer la sécurité et la protection des victimes. En Tunisie, un mouvement intitulé Ena Zeda a été lancé il y a un peu plus d'un mois, à l'image du mouvement international MeToo. Ibayako. Des balais dans les mains, la résonance des casseroles avec les voix des militantes, des banderoles qui s'agitent. C'est durant la marche de ce samedi 30 novembre que cette image restera gravée dans les mémoires. Des Tunisiennes se sont mobilisées pour balayer et mettre fin aux violences envers les femmes dans leur pays. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui exprime une extrême riposte. On est fâchés. Et nous nous indignons contre la montée des violences à l'égard des femmes et contre l'absence de volonté politique de lutter et de contrecarrer ce fléau. Maintenant, nous sommes dans la rue, d'abord pour exprimer notre soutien et notre solidarité avec toutes les victimes, surtout les victimes de féminicides qui continuent à perdre leur vie avec un silence assourdissant de la part des autorités publiques, avec une absence de prise en charge judiciaire qui met fin à l'impunité des agresseurs. Cette marche de revendication a vu la participation de nombreux supporters masculins, une marche qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements similaires organisés depuis le 25 novembre à travers le monde. Le but, sensibiliser le public à cette problématique. C'est une manifestation de femmes et nous la soutenons parce que c'est arrivé au bon moment. D'une part parce que la violence et les crimes contre les femmes sont presque devenus une chose normale. Et d'autre part, nous sommes ici pour protester contre les politiciens qui veulent restreindre la liberté des femmes. Malgré la première place au podium pour la Tunisie dans les droits des femmes dans la région du Maghreb, l'opposition politique, notamment des conservateurs, s'oppose à toute contestation de la loi islamique, notamment en 2017 avec la proposition de loi sur les droits égaux dans l'héritage proposée par le défunt président Béji Caïd Essebsi. Les Sénégalais hésitent entre déception et sentiment d'injustice. Le footballeur Sadio Mané n'a pas été sacré Ballon d'Or comme beaucoup l'attendaient. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, meilleur buteur du championnat anglais, finaliste de la CAN 2019. Le joueur a fait forte impression cette année, mais échoue à la 4e place. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Adjaï.
Le Ballon d'Or 2019 a été décerné à l'Argentin Lionel Messi ce lundi 2 décembre 2019. Sadio Mané, le Sénégalais qui rêvait de soulever ce trophée, a terminé 4e du classement. Une déception pour les amoureux du football au regard de ses performances individuelles en club et en sélection. Vainqueur de la Ligue des Champions avec son club Liverpool et co-meilleur buteur de la Première Ligue, Sadio Mané a également été finaliste de la CAN Égypte 2019. Tandis que certains y sont indifférents, d'autres par contre crient au scandale et à l'injustice. Je suis déçu par rapport à les résultats que j'ai vus. Sadio Mané 4e position, sachant que avec qu'est-ce qu'il vient de réaliser avec Liverpool pendant 2 saisons, c'est décevant Sadio Mané 4e. C'est anormal, c'est pas normal parce que nous sommes déçus, c'est vrai, parce que ce n'est pas normal ce genre de classement. Je pense que ça doit être une source de motivation pour Sadio Mané. Au moins, c'est ça, on est de première place. Moi, vous n'êtes que 2e place. Par contre, certains observateurs déplorent l'absence de Sadio Mané parmi les 3 premiers. Pour moi, Sadio Mané a été meilleur que Van Dijk, a été meilleur que Ronaldo. Et puis ces gens sont arrivés devant lui. Ça veut dire que le vote est un peu subjectif à un certain niveau. Ce n'est pas seulement les critères qui définissent. C'est peut-être qu'il n'est pas très sexy, il n'est pas très bankable. Mais oui, il méritait de prendre la 2e place au moins derrière Messi. Ce serait plus logique. Depuis le sacre de Georges Weah en 1995, aucun footballeur africain n'est parvenu à monter sur le podium. Néanmoins, Sadio Mané avec l'international ivoirien Didier Drogba sont les seuls Africains à occuper la 4e place dans le palmarès du Ballon d'Or. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.